no way connected. From outside this world. Watch in the tree running across the ship. Back in less than a second. All right, I mean, that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes Isabelle de Cocheco, vous participez au CERO France. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter aussi la mission que se donne le CERO? Très bien. Oui, bien sûr. D'abord, bonjour à tout le monde et à vous en particulier, bien sûr. Alors, moi, je suis une vieille psychologue, entre guillemets, parce que je suis déjà à la retraite, donc je ne travaille plus en tant que psychologue. J'ai travaillé toute ma vie en institution avec des enfants, des adolescents handicapés mentaux et malades mentaux. D'accord, J'avais aussi une petite patientèle en plus et puis j'ai fait des tas d'autres choses qui seraient trop longs à expliquer, des missions à l'étranger, différentes choses, enfin des cours, chez les infirmières et cetera. Donc ça, j'ai fait ça toute ma vie et parallèlement, je m'intéressais, disons de loin, je dirais, à l'ufologie, mais particulièrement tout ce qui était paranormal et j'ai été au tout début de l'INRES quand, Stéphane Alix a fondé l'INRES. J'étais là au début, je m'intéressais à beaucoup de choses et j'ai fait entre autres un article sur les possessions dans, la grosse somme qu'avait, élaboré l'INRES à l'époque. Et d'accord, puis, d'accord. justement les possessions, c'est intéressant parce que, voilà, ça pourrait avoir à voir avec notre sujet. Et Oui, d'accord, j'ai ensuite rencontré Nicolas Dumont et par Nicolas, j'ai rencontré Myriam Belmire qui venait de créer le CERO et d'accord. Nicolas et Myriam m'ont demandé si je pouvais, rejoindre le CERO en tant que psychologue et psychothérapeute et je suis aussi hypnothérapeute, donc ça me donne plusieurs cordes à mon arc en quelque sorte. Et D'accord. je les ai rejoints Oui. en 2016, je crois. Et depuis ce moment-là, je travaille avec le CERO, voilà, de façon assez régulière. Enfin, depuis D'ac 2016, voilà. d'accord. Vous venez de nous dire que vous êtes, hypnothérapeute. Quel type d'hypnose, vous utilisez? Alors, c'est un type d'hypnose que j'ai, enfin, que j'ai appris avec l'IFH, l'Institut français d'hypnose, qui est une hypnose de D'accord. type, classique et vous savez que les thérapeutes, au fur et à mesure, je dirais, se font leur propre outil en quelque sorte. Donc, je suis quelqu'un qui peut utiliser autant l'hypnose, ericksonienne que d'autres sortes d'hypnose, mais on apprend au fur et à mesure, je dirais, à voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, pour les patients, mais pour soi-même aussi, avec le fait qu'on est à l'aise avec telle façon d'intégrer l'hypnose. Alors Oui, bien sûr. avec en ce qui concerne les l'hypnose avec les abductés, c'est une hypnose que l'on appelle hypnose régressive. C'est-à-dire qu'on va aller chercher jusque dans les souvenirs des personnes, on se met d'accord avec la personne sur ce qu'on voudrait, je dirais explorer en quelque sorte. On se met d'accord avec les personnes avec un entretien préliminaire et ensuite on explore, certaines parties, que les personnes veulent se remémorer ou recontacter, je dirais. Et Oui. voilà, c'est ce que je fais principalement avec, les problèmes d'abduction. D'accord, d'accord. Très Alors, intéressant. en ce qui concerne le sérò, la façon dont le sérò fonctionne. Donc le sérò a déjà 10 ans, hein. C'est déjà une association qui est ancienne. On fait pas beaucoup de bruit puisque vous connaissiez pas le sérò. On fait pas beaucoup de bruit, mais on travaille de façon régulière, on fait pas de sensationnalisme et on est quand même une équipe, une relativement petite équipe et on ne pourrait pas, peut-être gérer un afflux de 1000 personnes qui viendraient d'un coup, si vous voulez. Donc on est, discret, on est, plutôt, je dirais,
non pas scientifique parce que c'est pas le bon mot, mais on essaye de prendre des précautions, on essaye de pas être dans des théorisations toutes faites et on avance pas à pas, en quelque sorte. On avance pas à pas et c'est ce qui, en général, a plu à je dirais, à la communauté ufologique, bien que nous ne soyons pas des ufologues, on ne se définit pas comme des ufologues parce qu'on ne travaille pas sur tout ce qui concerne les ovnis proprement dit. On va pas faire, enfin, on fait des enquêtes par rapport à nos témoins, bien entendu, avec eux, mais on va pas sur les terrains voir s'il y a des radiations, des choses comme ça. Vous voyez, on est vraiment sur le témoignage humain. Et c'est vraiment notre particularité. Donc, on est autant une association de soutien, principalement de soutien, et de recherche aussi, ou de voilà, de questionnement, de recherche avec nos adhérents, bien entendu. On le fait toujours avec les adhérents parce que c'est les questionnements des adhérents qui sont les plus importants, en fait. Et bon, donc pour revenir à la création du sérop, voilà comment le sérop fonctionne. En général, des personnes qui ont entendu parler du sérop nous contactent via un mail. Et puis, des personnes, alors en première instance, ce sont des personnes abductées qui répondent aux personnes qui nous écrivent ou qui nous contactent par téléphone. Et alors, soit les personnes veulent juste donner leur témoignage, soit elles posent des questions, soit elles voudraient rentrer dans le sérop en tant qu'adhérentes. Si les personnes veulent rentrer en tant qu'adhérentes dans le sérop, la personne qui les reçoit fait un entretien préliminaire pour savoir leur histoire, pour connaître un petit peu le contexte de ce qu'ils ont vécu, connaître un petit peu leur personnalité, voir qui ils sont, discuter avec eux. Et ensuite, il y a un deuxième entretien avec un des psychologues du sérop pour, alors là, approfondir davantage justement tout ce qui peut être de l'ordre de la personne en tant que telle, ses ressentis, ses émotions, le contexte familial. On fait ce qu'on appelle un petit peu une anamnèse dans le vocabulaire psychologique pour voir dans quel contexte se situe l'expérience. Parce que, et puis aussi voir si l'expérience correspond à quelque chose qui peut sembler vraiment avéré, ou bien il peut y avoir des problèmes de type plus, alors soit psychiatrique, ce qui n'empêche pas que quelqu'un qui a une maladie psychiatrique puisse voir aussi ou avoir des expériences d'abduction, l'un n'empêche pas l'autre, mais enfin c'est déjà plus compliqué. Ou s'il y a des problèmes peut-être plus je dirais psychologiques ou relationnels, par exemple avec la famille, etc., qu'il faudrait peut-être traiter en premier pour être, je dirais, plus assuré, plus rassuré, parce que quand on travaille autour de la remémoration des abductions, par exemple, eh bien, ça remue, hein. C'est quelque chose qui se fait pas à la légère. Les gens, quand ils nous contactent, quelquefois, nous contactent et ils ont eu cette expérience depuis 10, 15 ans, 20 ans. Il y a même un monsieur qui nous avait contacté, ça faisait 50 ans que cette histoire lui était arrivée, vous voyez. Donc, c'est des choses que les gens gardent au cours du temps, bien souvent, au cours de leur vie, mais se décident à aller creuser la question souvent longtemps après. Alors, peut-être un tout petit peu moins maintenant parce que le thème, bizarrement, est à la mode, si vous voulez. Donc, ce sont souvent des gens qui sont intéressés depuis leur enfance au cosmos, aux ovnis, à la vie extraterrestre. Et c'est comme je dirais comme vraiment des choses récurrentes chez eux. Ils s'intéressent à ça. C'est des gens qui ne peuvent pas enlever ça de leur esprit. Donc, on les accompagne. Donc, quand les gens rentrent dans le sérop, on leur propose diverses choses. Par exemple, des groupes de parole. Alors, les groupes de parole, il faut savoir que depuis le Covid, c'est comme beaucoup de choses, c'est beaucoup plus difficile. Les gens se déplacent moins. Les gens ont moins d'argent aussi, donc se déplacer, par exemple, sur Paris ou dans un autre lieu, on a des gens sur toute la France, hein. Donc se déplacer, ça a un coût. Venir pour un samedi, ça implique du train ou de la voiture, l'hôtel, et cetera. Donc c'est plus compliqué. On fait aussi des groupes de parole en distanciel et ça marche bien, mais c'est des plus petits groupes restreints de 5-6 personnes. Les groupes de parole étaient jusqu'à 15 personnes
Et on fait aussi des week-ends, on en fait plusieurs par an en général, où les gens peuvent se rencontrer. Donc on trouve un gîte, on trouve, un endroit où les gens peuvent rester pendant tout un week-end ensemble, du vendredi au dimanche. Et là, on a soit une thématique précise ou bien les gens, toujours d'ailleurs, disent leur expérience. On fait toujours un groupe de parole, les gens se présentent, disent leur expérience, se posent des questions les uns aux autres, discutent de ce qui est semblable ou dissemblable. Et ça, je dirais que c'est aussi assez thérapeutique. C'est comme les groupes quand il y a des gens qui ont des problèmes particuliers, le groupe fait office de lieu thérapeutique en quelque sorte. Et en plus de ça, alors c'est surtout moi qui suis hypnothérapeute, je peux proposer des régressions, hypnotiques pour justement, comme je vous expliquais, aller creuser un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière cette expérience dont les gens se souviennent quelquefois de façon parcellaire, par des bribes, quelquefois s'en souviennent plus ou au contraire ont des souvenirs assez précis, mais qu'il faut aller voir davantage. Voilà à peu près Mais ce que l'on fait. Voilà, à allez-y. propos des souvenirs, est-ce que les gens ont parfois enfin, des souvenirs écrans, c'est-à-dire ils se souviennent de quelque chose, mais ils ont peut-être reconstruit une image ou une histoire qui les heurte moins que ce qui leur est vraiment arrivé. Alors, des souvenirs écrans, oui, et c'est souvent alors les souvenirs écrans sont moins des histoires que presque des images écrans. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, il y avait, je me souviens, une dame qui, attendez, est-ce que c'est une dame ou un monsieur? Je me souviens plus parce qu'il y a eu plusieurs comme ça. Oui, un monsieur, là, je vais vous donner l'exemple d'un monsieur qui, par exemple, voyait des personnages. Il roulait en voiture, ça c'est dans la réalité, c'était pas dans un rêve, il roulait en voiture et puis ils ont vu une personne, donc ils étaient réveillés, hein, c'était dans la journée. Ils ont vu une personne qui faisait de l'autoroute, de l'autostop sur la route, mais qui était bizarre. Alors, c'est une personne, une dame qui était habillée avec une sorte de longue robe, avec un chapeau pointu, des lunettes de soleil, XXL et qui semblait comme si elle était déguisée, vous voyez? Avec une sorte de chapeau de sorcière, enfin c'était très bizarre et donc le monsieur a eu peur, il conduisait. Sa compagne lui a demandé: «Est-ce qu'on la prend en autostop?» puisqu'elle faisait de l'autostop, semble-t-il. Lui, il a Ouais. dit non, il a voulu accélérer et à partir de là, il ne se souvenait plus de rien. Mhm. Il est arrivé dans un autre endroit, enfin un autre endroit et il se souvenait pas comment il était arrivé à cet autre endroit. Quand nous Ouais. avons fait l'hypnose régressive, il a eu la vision d'une abduction. Purement et simplement, il est monté dans un ovni, vous voyez? Enfin, il s'est élevé dans un ovni. Voilà. Donc Mhm. voilà le genre de choses que l'on peut percevoir en hypnose et voilà, ce genre de choses. Donc c'était pas un rêve, il était dans la journée, voilà ce qui s'est passé. Une autre, Ça, dame ça voilà. pouvait pas être la fameuse paralysie du sommeil qui est souvent Alors avancée. alors la Ouais, paralysie du sommeil se fait lors du sommeil, pas c'est quand on ça. est en train de voilà, pas quand on est en train de conduire, sur une voiture. Sinon ça serait de la narcolepsie, mais c'était pas un monsieur qui était, parce que c'est une maladie la narcolepsie, donc ce monsieur-là n'avait pas cette maladie-là. Donc D'accord. en général, on avance toujours oui cette hypothèse de la paralysie du sommeil, mais il y a des fois ça tient pas du tout, vous voyez? Pour ce genre de choses justement, ce genre d'exemple et on en a plusieurs, hein. C'est-à-dire c'est pas une fois un monsieur, on a pas mal de choses qui se passent, dans la journée, en conduisant en voiture notamment. Une autre dame par exemple, avait, perçu, vu, alors là dans ce qu'elle pensait être peut-être un rêve, un, un taureau, qui était mené à l'abattoir et elle était très triste de ça. Elle regarde les yeux du taureau et elle voit ses grands yeux, elle décrit ses grands yeux tristes de l'animal très noir. Et puis en hypnose, quand s'est penché beaucoup plus sur ce qui la frappait, c'est-à-dire les yeux noirs du taureau, ça s'est transformé ensuite en yeux de petit gris.
voyez, des sortes de choses comme ça. Alors, c'est ce qu'on peut appeler les images écrans, par exemple, ce genre de choses. Une image qui en cache une autre, ou une scène dont on se souvient, mais qui peut cacher une autre scène dont on n'en a plus le souvenir. Vous voyez, c'est ça, les choses écrans, quoi. D'accord. Donc, Mais justement, comme là, vous me dites que ils se souviennent d'un missing time dans l'exemple du monsieur que vous m'avez donné. En général, la majorité des gens qui vous contactent, ils arrivent avec qu'est-ce qui les fait tilter? Est-ce que c'est un missing time? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une observation ou qui se rappellent vraiment de l'enlèvement? alors, oui, c'est rare que des gens se rappellent complètement de l'enlèvement. C'est des choses qui leur, font dresser l'oreille en quelque sorte. C'est-à-dire Ouais. que quand on va creuser, parce qu'on fait comme je vous disais, on fait une anamnèse, c'est-à-dire qu'on demande aux gens quand ils étaient petits, qu'est-ce qui se passait pour eux, et cetera. Et on voit que souvent dès petits, il y avait des lutins dans leur chambre, où ils faisaient des cauchemars, où il y avait des êtres qui venaient dans la chambre. Donc on se rend compte que bien souvent, dès l'enfance, il y avait des choses. Alors, des enfants, bien sûr, peuvent avoir des cauchemars, peuvent avoir de l'imaginaire, bien entendu. Mais nous, ce que l'on remarque, c'est que toutes les personnes qui nous contactent, il y a des choses récurrentes. Ce qui fait effet et impression, c'est le fait que on est des gens qui racontent des trames d'histoire où on peut trouver des ressemblances. Et d'ailleurs, nous sommes en train de faire des statistiques là-dessus, parce que ce qui compte, c'est le nombre et c'est les ressemblances. C'est pas une histoire comme ça qui arrive à une personne, c'est vraiment des occurrences qui reviennent. Donc c'est ça qui peut nous dire que, bon, on n'est jamais sûr de rien, bien entendu. Nous, on n'a pas vu les petits gris qui sont venus dans un groupe de parole, hein. Mais en croisant les données, et c'est comme ça qu'on fait de façon, je dirais, scientifique, c'est une méthode qui est scientifique, c'est-à-dire en croisant les données, en prenant un certain nombre de cas, et cetera, on s'aperçoit qu'il y a des occurrences qui reviennent systématiquement. Donc les personnes, quand elles nous contactent, peuvent avoir, alors souvent ont vu des ovnis. Ça, on reconnaît que la vision d'ovnis et les abductions, pas forcément au même moment d'ailleurs, mais les gens qui sont abductés ont souvent vu des ovnis. Ça, que ce soit triangulaire, que ce soit circulaire, et cetera. Il y a souvent des gens sont, je dirais, ont les ovnis dans leur environnement, quoi, en quelque sorte, d'une D'accord, façon ou d'une autre. d'accord, Ou je bien comprends. ou bien leur famille ou bien leur famille. Ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être les frères et sœurs. Donc on a, un environnement où il y a, les ovnis qui sont présents d'une manière ou d'une autre. Alors, soit il y a effectivement des missing time, soit il y a, classiquement, la personne se réveille dans la nuit et sent des présences, qui ne sont pas justement de la même qualité, je dirais, que les présences quand les gens décrivent, des paralysies du sommeil. Dans les paralysies du sommeil, les personnes, parce que, on dit classiquement que la paralysie du sommeil, c'est l'esprit qui se réveille, c'est oui, l'esprit qui se réveille quand le corps est encore endormi. Donc le corps est encore, anesthésié en quelque sorte puisqu'il ne peut pas bouger. Par contre, l'esprit se réveille et là, ça fait une sorte de forme de terreur et cette forme de terreur est souvent ressentie, pas toujours, hein, c'est pas systématique, mais comme, l'impression d'un être maléfique qui s'approche et qui vient se mettre sur la poitrine de la personne parce que justement il y a des problèmes de paralysie, alors pas respiratoire, mais de paralysie du thorax, des membres et cetera, comme s'ils étaient emprisonnés par un être qui leur veut du mal. Ça, c'est souvent ce que l'on entend pour les paralysies du sommeil. En ce qui concerne le tableau des abductés, ça se traduit pas de la même façon. Les gens ne traduisent pas de la même façon. Souvent, ils disent qu'ils sont réveillés, qu'il y a comme des présences dans la pièce. Alors quelquefois, ils voient avant d'avoir des présences, ils ont des lumières qui viennent soit des volets, soit dessous la porte, ou bien une lumière diffuse dans la pièce. Et puis, souvent, c'est pas toujours le cas, hein, encore une fois, ce que je vous dis, c'est un scénario type, mais c'est pas toujours le cas. Heu, 1 ou 2 petits gris ou quelquefois 3, le troisième étant souvent plus grand que les 2 autres et c'est souvent des petits gris.
Et ces petits gris, quelquefois, entrent en contact télépathique en disant t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, ça nous fait rire, enfin, ça nous fait rire. Ça nous fait sourire, je dirais, quand des gens nous racontent ça, parce que c'est la phrase type. C'est comme s'ils avaient appris quelque chose par cœur et que, paf, ils indiquent ça. Et après, la personne ne se souvient plus de rien. Et se revoit le lendemain, enfin, se réveille le lendemain, et se souvient de ce petit morceau de scène. Donc, bon, quelquefois, les gens disent c'est un cauchemar, c'est un rêve, etc. Mais parfois, il y a aussi des choses qui les inquiètent davantage, comme par exemple des marques sur la peau. Ça peut être aussi des griffures. Ça peut être aussi les habits mis à l'envers. Et on a eu des gens qui se retrouvaient avec des habits qui n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire qu'ils se couchent avec un pyjama et puis c'est autre chose, ils se réveillent avec autre chose. Alors, on peut imaginer des histoires de somnambulisme, les gens changent de pyjama, enfin, on en arrive avec des explications qu'on voudrait rationnelles à des explications farfelues. Parce que quelquefois, on a eu des gens qui se réveillaient avec des habits qui n'étaient pas les leurs du tout. Donc, bon, ou qui sont dessus-dessous, ou qui sont devant-derrière. Bon, voilà, des choses comme ça qui arrivent. Donc, bah, nous, on note, mais encore une fois, il y a des occurrences qui reviennent. On se dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là?» Et à force d'avoir ces accumulations de enfin, quand je dis nous, je dis moi en tant que psychologue parce que, évidemment, les personnes qui sont abductées, qui entendent cette histoire-là depuis fort longtemps, pensent bien savoir de quoi il s'agit. Moi, en tant que psychologue, je suis censée, prendre des précautions, et cetera. C'est pour ça que je vous dis ça, hein. Ouais. Mais je suis quand même assez convaincue de ce qui se passe, hein. Faut bien être clair. Je suis quand même assez convaincue de ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas de quelle manière, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on peut dire que ces témoignages sont des témoignages réels. Voilà, c'est ça où je voulais en venir, c'est que ce sont des témoignages qui signent une réalité. Mais quand vous avez mentionné tout à l'heure le fait que, en général, après la formule du petit gris, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, les gens ne se souviennent plus de rien. Heu, Est-ce que vous pensez que ils oublient parce que c'est trop dur de se rappeler? Ou est-ce que c'est un phénomène qui serait induit par les petits gris ou par les gens qui les enlèvent? Alors je pense qu'il y a 2 choses. Je pense qu'il y a 2 choses parce que dans le trauma, parce qu'il s'agit d'un traumatisme, il suffit de lire les livres de John Mack. Vous connaissez John Mack, qui est un psychiatre qui s'est intéressé justement aux abductions et qui a vraiment donné toute la symptomatologie en disant cette symptomatologie-là, elle est celle des traumas, des traumas psychiques. Ce qui est vrai, parce que moi-même, ayant étudié ça par rapport à d'autres choses que j'avais faites auparavant, c'est bien évident que tous les signes sont des signes de trauma psychique. Mais qui dit trauma psychique dit qu'il ne s'agit pas de névrose ou de psychose, mais qu'il s'agit de l'irruption de quelque chose de l'ordre d'une réalité qui fait justement irruption dans la vie de la personne. C'est-à-dire que c'est les mêmes genres de symptômes que quelqu'un qui aura été victime, par exemple, ou vu même un accident, qui aura été victime de guerre, par exemple, ou d'attentats, de choses comme ça. On retrouve les mêmes symptômes, et c'est en ça que le travail qu'a fait John Mack est très intéressant, parce qu'on retrouve les mêmes choses. Donc, on peut se dire que là, en fait, le trauma psychique, c'est l'irruption de la mort enfin, de la potentialité de la mort dans la vie de la personne. C'est-à-dire que la personne se retrouve confrontée à quelque chose qui lui fait un effroi mortel. Et ça donne une symptomatologie psychique, avec justement des difficultés d'endormissement, avec souvent des moments de dépression, des moments de rage, des moments où, par exemple, la personne va réagir à un tout petit détail, mais qui lui rappelle des choses. Un tout petit détail, des difficultés de concentration. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, on les retrouve, par exemple, pour je vous dis, les victimes de guerre, les victimes d'attentats, etc. Et on retrouve ça parmi les personnes qui ont été abductées. Donc ça, c'est D'accord. intéressant. Est-ce que oui ou non, il y a aussi des conduites d'évitement? Alors, des conduites d'évitement, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux,
qui ne peuvent plus sortir de chez eux ou qui ne peuvent plus aller dans un endroit précis, des situations qu'ils ne supportent plus ou des couleurs qu'ils n'aiment pas et qui leur font un effet trop traumatisant, qui n'est pas normal, par exemple. Ou alors une lumière ou un son, aussi des sons. Vous voyez, des choses comme ça aussi qui, tout d'un coup, leur remémorent des choses dont ils ne sont pas forcément conscients, justement. Donc, ça handicape la vie. Nous, on a quand même beaucoup de personnes, pas toutes, hein, bien sûr, mais qui ont des difficultés. Enfin, ils se sentent pas bien parmi leurs pairs, quoi, dans la société. Ils se sentent pas très bien. Ils se reconnaissent pas dans les gens. Ils trouvent que les conversations sont futiles. Ils trouvent que, excusez-moi, comme s'ils ne faisaient pas partie des groupes, de l'humanité leur fait peur ou bien leur déplaît. Et donc, le CERO a tout ce projet, je dirais, ou ce pourquoi il a été fait, c'est vraiment de montrer que d'abord les gens sont pas tout seuls, et puis que, je dirais, l'humanité peut être belle aussi, même si elle est affreuse des fois, l'humanité peut être belle et qu'ensemble, on fait des choses qu'on ne ferait pas tout seul et on peut partager. Et ça, il y a une sorte de réadaptation pour certains, je dis pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, mais il y a toujours quelque chose qui sépare un petit peu des autres, parce que justement cette difficulté à dire, cette difficulté à communiquer. Alors, on a aussi beaucoup de gens qui sont très sensibles, qui ont par exemple une fibre artistique. Ça, c'est très souvent. Très souvent, on remarque une fibre artistique, une fibre, voilà, du sens du beau, le sens enfin, une sensibilité. Il y a on a quand même pas mal de gens qui sont, par exemple, des peintres, qui font de la peinture, même de façon, enfin, qui sont pas professionnels, mais qui peuvent faire de la peinture, qui font de l'écriture, ils écrivent beaucoup. Voilà, on a ce genre de caractéristiques de personnes qui ont ce genre de tempérament. Ce qui a fait dire, excusez-moi si je développe trop, hein, excusez-moi, Non, mais ça là je suis m'intéresse. Autrement, je vous arrête. qui a fait dire que en fait ce sont des gens qui ont un imaginaire trop développé, qu'ils inventent ces histoires-là. Donc je trouve que c'est un mauvais procès parce que c'est pas des gens qui sont histrioniques ou hystérisants, hein. C'est pas des personnalités comme ça. Alors il peut y en avoir, bien entendu. Ce que je dis, c'est pas un absolu, c'est toujours relatif, hein. Mais c'est pas des gens qui veulent se mettre en avant, et bien souvent, d'ailleurs, c'est des gens qui n'aiment pas être filmés, qui racontent pas leurs histoires de peur d'être moqués, et surtout, ils ont une vision critique de ce qui s'est passé pour eux. Et la plupart du temps nous disent: «Mais je ne suis pas fou, mais vous savez, quand j'ai vu ça, j'étais pas alcoolisé, j'ai pas fumé», et voilà. Et ils essayent tout, et même quand ils rentrent en état d'hypnose, et qu'ils ressentent des choses, qu'ils voient des choses, et cetera, ils disent: «Mais c'est pas possible, mais non, mais c'est moi qui invente». Parce que vous savez que dans l'hypnose, il y a toujours ce petit personnage qui veille. Enfin bon, je sais pas si vous connaissez l'hypnose, mais il y a le petit personnage y qui est là. reviendra. On y Voilà. reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, la plupart du temps, les gens disent: «Mais c'est pas possible». Enfin, vous voyez, ont une sorte de doute critique, et je dirais: «C'est bien», parce que ça veut dire qu'ils sont en train de juger, d'analyser ce qui se passe pour eux, et tout prend, enfin, c'est un processus, voilà, c'est un processus qui se met en place pour accepter que, bah, a priori, ça s'est passé comme ça. Alors maintenant, qui sont-ils? Pourquoi font-ils ça? Voilà. Ce ce processus critique dont vous parlez, justement, j'ai vu une interview de John Mack où il expliquait justement que les gens qu'il avait rencontrés avaient été justement dans cette critique de ce qu'ils avaient vu, Voilà. recherche d'explication. Et il disait que justement, par rapport à des patients qui étaient peut-être un peu délirants, les patients délirants n'ont pas ce processus critique. Est-ce que Exactement. voilà, c'est ça. Exactement, exactement. C'est pour ça que je voulais noter, c'est parce que justement, heu, parce qu'en fait, les gens quand les choses se passent, ils sont, dans un état social, je dirais normal. Ils jugent normalement les choses, enfin normal,
quand je dis normal, habituel. Il juge les choses de façon habituelle, telle que la société nous donne les critères pour juger. Donc, quand on voit un ovni, on se dit pas tout de suite c'est un ovni, on se dit ah, c'est un drôle d'avion. Enfin, vous voyez, on a d'autres critères en tête. Donc, quand il y a ça qui est vraiment qui est proche du corps, proche de la personne, eh bien, c'est tellement fort, c'est tellement gênant, c'est tellement bouleversant que les personnes ne peuvent pas y croire. Alors, on revient à l'idée de l'oubli. Évidemment, la personne elle-même peut oublier et les personnes traumatisées oublient aussi. Par exemple, les personnes victimes de viol, les personnes victimes d'agression peuvent oublier aussi. Mais il y a aussi, et je le constate, je dirais, il y a, et surtout par exemple dans les régressions, et même les gens le disent spontanément, ils mettent certainement du temps parce qu'ils avaient comme une interdiction à dire et à savoir et à aller plus loin. Alors il y a 2 choses. Il y a des gens qui nous disent: «Mais je pouvais pas en parler parce que j'avais comme une interdiction» et cette interdiction était mentale, c'était dans leur tête. C'est: «Non, tu ne dois pas en parler». Et puis quand on va regarder en hypnose, quelquefois, même souvent, il y a, alors ces phrases-là, c'est: «Tu n'as pas à savoir». C'est assez frappant parce que c'est un peu cette même phrase qui revient comme, vous savez ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire, «T'inquiète pas, tout va bien se passer». Là, c'est: «Tu n'as pas à savoir». Alors c'est pas tout le temps le cas, mais on a des fois ces phrases-là et dans l'hypnose, les gens me disent: «Mais» ils me disent ou la personne, ou ils voient un être qui dit: «Tu n'as pas à savoir». Donc on fait tout un travail autour de ça, bon pour essayer de savoir quand même, puisqu'il s'agit de soi-même, donc on est concerné, donc voilà, on a à savoir et on a les gens, enfin les êtres n'ont pas à utiliser une personne sans son consentement. C'est toujours l'idée du consentement et quelquefois, ça se traduit par un blocage, c'est-à-dire un brouillard, dans l'hypnose, hein, je parle. Un brouillard, quelque chose qui est figé, je peux pas aller plus loin, je suis angoissée, ça me prend là, vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est ça qui m'indique, qui me fait penser qu'il y a comme un verrou qui aurait été mis et ce qui est très intéressant, c'est que si on va un petit peu plus loin dans la manipulation mentale en regardant, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ce qui est des, hem, des processus MK Ultra et cetera, c'est-à-dire des gens qui ont été c'était une expérimentation de la CIA, Oui, oui. et justement et là, pourtant c'était purement humain puisque c'était la CIA ou d'autres gens qui utilisent ce même genre de procédé. Eh bien, on peut mettre des verrous mentaux, aux personnes qui, justement ne peuvent pas aller, se plaindre ou dire les choses et cetera. Il y a ces verrous mentaux qui peuvent être mis de façon tout à fait, humaine, hein, par des humains aussi. Voilà et par de l'hypnose aussi, une hypnose particulière quand même. C'est pas l'hypnose comme on la pratique, enfin comme je la pratique et cetera. C'est autre chose qui est en général, accompagnée, là je parle MK Ultra ou autre chose, mais de sévices, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur le corps qui est extrêmement fort et qui Ouais. permet d'enfoncer le clou en quelque sorte et d'enfoncer l'interdiction. Alors je dis pas que c'est Oui. comme ça que ça se passe pour les extraterrestres, hein, enfin, quand je dis extraterrestres, je dis les entités parce que est-ce que c'est des extraterrestres ou bien est-ce que c'est des gens qui viennent d'un autre niveau, bon voilà, c'est On parle compliqué. d'intelligence non humaine maintenant. Oui, on peut dire ça, oui, intelligence non humaine, oui, tout à fait, oui. C'est plus Donc, simple, comme ça on n'a pas besoin de définir exactement de quoi il s'agit, oui. Ouais. ça laisse la porte ouverte un petit peu à Ah différents oui, champs de recherche qui devraient, ah au fur et à mesure du temps, pouvoir se rassembler, je oui, pense. J'avais oui, une tout à fait. question au bout de ce que vous êtes en train de me dire, hein. En fait, vous parlez d'une prise de contrôle, quoi, quelque part. Quand vous faites référence aussi à MK Ultra, pour dire qu'effectivement, on sait qu'on peut prendre le contrôle sur un être humain, dans Mmh. certaines circonstances. Vous faites le parallèle là aussi en une espèce de prise de contrôle du cerveau humain quand même. Alors, il y a plusieurs choses parce que,
parmi les gens qui ont ces expériences-là, et ça fait débat, par rapport à Jacobs qu'on avait invité ou d'autres gens qui disent ce sont enfin, qui essayent de théoriser, essayent de comprendre en disant: «Ce sont des méchants qui se sont emparés, des humains et qui en font un troupeau, ils se nourrissent de ça» et cetera. Oui, peut-être, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres, êtres ou d'autres non-humains qui, contactent les humains avec d'autres, buts ou d'une autre manière. Parce que nous avons des adhérents qui ont eu des expériences beaucoup plus, positives, je dirais, avec quelquefois des abductions, alors c'est compliqué parce qu'il y a simplement des fois des contacts, je dirais des contacts, où les personnes, hem, ont une relation télépathique où on leur donne des informations et cetera et on leur dit ce qui va se passer sur terre, pourquoi ils sont là et cetera. Il pourrait y avoir des abductions, peut-être par des êtres qui ne sont pas négatifs, mais avec un but de prélèvement de liquides vitaux ou et cetera. Il peut y avoir ça aussi. Donc quelque chose de l'ordre de la reproduction, de l'ADN et cetera. Peut-être pas avec des gens méchants avec de mauvaises intentions. C'est difficile, vous savez, parce qu'on ne sait pas exactement. Mais enfin voilà, il peut y avoir des contacts uniquement télépathiques avec des données qui sont données, des choses qui sont données, des connaissances, des choses comme ça, des conversations. Il peut y avoir des prélèvements peut-être avec des êtres qui, disent-ils, feraient ça pour le bien de l'humanité plus tard. Et puis il peut y avoir aussi des contacts, qui sont beaucoup moins agréables avec des êtres agressifs, semble-t-il, et que les gens ressentent comme vraiment négatifs. Heu et puis il peut y avoir encore et alors là, on ouvre encore la porte à autre chose, c'est qu'il pourrait y avoir aussi des contacts qui ne sont pas forcément des abductions, mais des contacts avec des entités dites démoniaques. Donc là, on ouvre de plus en plus un Les champ possibilités. qui est Mmh. qui est, qui est compliqué parce qu'en fait, si vous voulez, c'est selon les théorisations que l'on prend. On dira: «Mais les démons, c'est que l'Église qui en parle» et cetera. Or, il peut peut-être y avoir des êtres dits démoniaques qui ne sont pas forcément répertoriés dans les enfin, dans les théologies. Hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il n'empêche que quelquefois et je vous le dis parce que, on en a quand même aussi je dirais des preuves, enfin des choses qui fonctionnent, c'est que quelquefois, en invoquant, alors pour les chrétiens, ce sera Marie ou Jésus ou Dieu, eh bien, ces entités-là disparaissent. I Ça coupe net l'information, la communication en quelque sorte. C'est voilà, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Soit c'est technologique, soit c'est, spirituel, soit c'est les 2 à la fois. Voilà et voilà, moi je trouve plus intéressant de se poser des questions plutôt que d'avoir une théorie toute faite et voilà, Oui. dans le cerveau, on est comme ça. On n'a pas de théorie toute faite, on n'impose rien. On ne sait pas s'il s'agit de galactique, pas galactique, autre chose, arthurien, machin truc et cetera, Sirius et tout. Peut-être oui, des gens disent que oui, ils sont ceci, ils sont cela, mais on n'en fait pas, nous, un dogme et on n'a pas de pensée, vraiment rigide par rapport à tout ça. On est dans l'exploration, vraiment. Voilà, les questions sont plus importantes, parfois que les réponses et plus fructueuses. Parmi les choses, justement que vous venez d'évoquer, il y a il y a il y a quand même cette idée que, le témoin est un être humain qui est marqué Oui, par une certaine culture, plus ou bien moins sûr. empreinte de spiritualité et de religiosité. Est-ce que justement, alors bon, Monsieur Zurker, je pense en a parlé plusieurs fois aussi, mais c'est vrai qu'il y a alors, est-ce qu'il y a cet élément culturel dans la manière de transmettre le témoignage, on peut le voir comme étant le filtre mis par, l'expérienceur, pour pouvoir témoigner justement, mais on peut aussi le voir comme, une compréhension, approximative, peut-être un peu, parfois parcellaire de
l'entité pour rentrer en contact avec l'observateur. Entre les deux, est-ce que Possible. C'est possible. possible? Alors, on voit que, justement, Yann Alexander qui a fait tout ce travail sur l'Afrique en parle bien, effectivement. Donc, ça peut des êtres pourraient se présenter tout à fait sous d'autres formes. Je me souviens de. Alors, il y a des gens qui travaillent le chamanisme, mais le vrai chamanisme, pas le chamanisme de salon qu'on voit maintenant dans Paris ou ailleurs. Hein. C'est avec 3 stages de chamanisme, on est chaman. C'est pas ça. Nous, on a connu une chamane qui venait près du lac Baïkal, qui vraiment, elle, on avait discuté avec elle hein, en tant que séro. Et elle nous disait qu'elle avait jamais entendu parler enfin, d'OVNI, oui, elle en avait entendu parler à la télévision, mais d'abduction, de choses comme ça, non. Parce que ses références culturelles, c'était les êtres de la forêt, c'était les êtres de la nature, etc. Et alors, je vous raconte une anecdote qui est quand même assez intéressante parce que elle nous racontait ça. Donc, elle parlait en russe, il y avait une traductrice, sa fille était traductrice, donc et nous, on lui racontait ce qui se passait au Cerro. Et elle disait que eux, bah non, ils avaient jamais entendu parler d'abduction comme ça, qu'il y avait des êtres, il y avait des démons. Ah, excusez-moi, il y a mon horloge qui sonne. Un coucou Il y avait suisse. donc il y avait des êtres, il pouvait y avoir des êtres maléfiques, bénéfiques, des êtres de la nature, etc. Et puis, à un moment, elle nous dit, parce qu'elle était, en tant que chamane, elle était médium aussi, et elle nous dit, ah, c'est bizarre parce que je vois là, alors elle voyait là dans son esprit, caché derrière des nuages, en quelque sorte, elle voyait des êtres bleus qui regardaient notre conversation. Or, les êtres bleus, c'est des êtres dont on parle dans les abductions ou que des gens ont rencontrés, etc. Et elle disait, elle, qu'elle n'avait jamais vu ces êtres bleus, que c'était la première fois qu'elle les voyait. Donc, c'est quand même intéressant de voir. Alors, évidemment, elle était venue en Occident. Hein. Elle était venue en Occident. Elle savait que nos références n'étaient pas les siennes. Voilà. Mais quand même, dans ses références à elle d'esprit, il n'y avait pas d'êtres bleus. Et là, elle voyait des êtres bleus. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que qui étaient ces êtres bleus? Est-ce que c'était d'autres êtres qui avaient pris cette apparence bleue? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, un témoignage intéressant. Et puis, là, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, des vidéos sur quelqu'un qui s'intéresse au chaman, enfin, qui est en Amazonie, qui s'intéresse au chamanisme depuis 40 ans et qui travaille avec les plantes Oui, maîtresses. un Voilà. ethno-biologiste, oui, je vois. Son nom m'échappe à l'instant, mais il est très Non, intéressant. c'est un médecin, en fait. C'est un médecin qui soigne, mais il n'a plus le droit d'exercer ici puisqu'il s'agit d'ayahuasca. Donc, en Ouais, France, vous savez que c'est interdit. Mais il ouais. disait, lui, que, en fait, bah, effectivement, là-bas, c'est représenté par des démons plutôt ou des êtres négatifs, des choses comme ça. Et c'est eux qui vont. Mais il y avait pas d'abduction telle que nous on la connaît en Occident. Et puis encore, au niveau de l'histoire, c'est vrai que les formes de petits gris, etc. J'arrête. C'est le repique de ma pendule. Que historiquement, eh bien, c'est vrai que les petits gris ou les reptiliens. Alors, les reptiliens, peut-être, puisqu'on parle de dragons, on parle voilà, peut-être qu'il s'agissait de reptiliens. Des petits gris, historiquement, on n'en voit pas. On voit des fées, on voit des lutins. Alors, les gens qui nous contactent souvent disent que quand ils étaient petits, ils voyaient des lutins dans leur chambre. C'est-à-dire que Oui. eux, étant enfants, ayant les histoires nourries par des histoires de fées, de lutins, comme de par hasard, c'était des lutins. Ou alors des petits encapuchonnés, c'est-à-dire des sortes de petits moines dont ils ne voyaient pas la tête. Et ça a été décrit de nombreuses fois. Des petits êtres qui étaient dans leur chambre et qui leur parlaient. Il y avait aussi des êtres qui étaient comme leur nounours. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière le nounours? Est-ce que c'était des gris ou est-ce que c'était complètement autre chose? Vous voyez, ça, c'est intéressant parce que on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis, les bonhommes bibendum, bah, on n'en trouvait pas avant, enfin, des choses comme ça. Alors,
ces formes-là, est-ce qu'elles s'adaptent effectivement à l'histoire? Est-ce qu'il y a toujours les mêmes êtres derrière, mais qui prennent des formes différentes, historiquement parlant? Voilà, on en est là aussi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu contact avec des gens d'autres pays actuellement, hein, sur la planète, Ouais. et on retrouve des petits gris, et cette référence du petit gris et de venir chercher près du lit, etc. Ça, on le retrouve dans différents pays actuels. Mais on pourrait penser peut-être que la mondialisation va peut-être araser les différences ethniques ou culturelles. Bon, on pourrait aussi dire ça. C'est Mmh. passionnant comme sujet. C'est tout à fait passionnant. J'avais une autre question par rapport aux observations qui sont faites. Est-ce que parfois les gens parlent d'odeur ou de contact ou le sens du toucher? Oui, Est-ce qu'il y a des odeurs particulières ou un contact oui, particulier? D'accord. oui. Ok. Alors, c'est pas tout le temps le cas, bien entendu. À chaque fois, je suis obligée de vous répéter ça parce que je voudrais pas que ce que je dis devienne quelque chose de très systématique. C'est encore à moduler selon les gens. Mais il y a des odeurs. Il y a des odeurs, par exemple, des odeurs de pourri, des odeurs d'œufs pourris, voilà, des choses comme ça. C'est souvent des odeurs pas agréables. Et Souffler. des contacts, eh bien, il y en a eu parce qu'il y a des gens qui ont touché, alors parce que justement, ils sont allés, je dirais, il y en a pas énormément, hein, mais je me souviens par exemple d'un jeune homme, il était tellement, furieux, je dirais plutôt furieux, que les petits gris, viennent vers lui, qu'il a eu une sorte de re c'était un jeune homme, il a eu une sorte de pulsion, en quelque sorte, qui a réussi à anesthésier, en quelque sorte, enfin paralyser, et il a touché un petit gris, dit-il. Vous voyez? Il a touché le bras, je crois, du petit gris qui s'avançait vers lui. Alors ça nous a paru, vraiment extraordinaire. Et puis, il y a des gens qui, ont eu, des restes d'objets paralysants, semble-t-il, qui avaient été projetés vers eux, un artefact qui est resté dans la peau. Ça, on a eu ce cas-là. Donc quelque chose de matériel qui est resté ensuite matériellement. Alors ça, D'accord. Vous parlez des implants ou alors ça, c'est pas? autre chose. Ça, c'est C'est autre autre chose. chose. Là, ce dont je vous ai Mmh. parlé, c'est vraiment comme, alors je ne sais pas si c'était une flèche ou si c'était une fléchette ou une lancette, j'en sais rien, mais quelque chose qui est resté dans la peau et de quelque chose qui était censé justement paralyser la personne. D'accord. Donc ça, c'est très particulier. Il semblerait aussi que les paralysies puissent, venir d'une sorte d'influx, de quelque chose de style électrique peut-être, ou bien ça pourrait être aussi, la paralysie par la pensée. Là, il y a plusieurs, cas possibles, hein, et c'est peut-être pas toujours la même chose. En ce qui D'accord. concerne les implants, oui, mais vous savez qu'on a fait un livre, peut-être que je vous vous le savez peut-être pas? On a fait un Si, livre. j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire, en fait. Alors, Mais peut-être que tout à l'heure, je vous mettrai la référence, il faudra que j'aille le chercher et je vous mettrai la référence parce que ça serait intéressant que les gens le lisent parce qu'on donne beaucoup d'exemples dans notre livre, oui, et justement des implants, heu, des gens effectivement se sont réveillés avec quelque chose sous la peau. Ça peut être au niveau de la main, ça peut être au niveau du bras, de la cuisse, du ventre, du dos. Avec, une grosseur et puis qui peut disparaître ou quelque chose qui peut rouler sous la peau. Alors il y a des gens qui, veulent aller chez le dermato et puis pouf, la chose disparaît au moment où ils ont pris le rendez-vous. Il y a des gens aussi pour qui ces objets ont été expulsés. Dans le livre, on décrit un monsieur qui a vécu, vraiment très, très, très mal pendant plusieurs semaines et puis à un moment, ça venait de son nez et la chose a été expulsée et est tombée parce qu'il était au-dessus de son lavabo, est tombée dans le lavabo et c'est très curieux parce que très souvent, ces objets-là ne sont pas récupérés. Contrairement au docteur Lair qui avait lui fait tout un travail dessus, oui. mais il y a eu des gens qui ont vu vraiment les implants, qui ont vu les implants et un médecin a vu les implants, mais hop,
ça a disparu parce que ça a été dans une poubelle médicale, ou bien c'est tombé dans un lavabo, ou bien ça a disparu avant d'aller chez le médecin. Voilà, on a des choses comme ça, donc on n'a jamais pu, nous, analyser ces implants. On a D'accord. aussi, dans le bouquin, une dame qui avait fait un panorama dentaire, excusez-moi. Et il y a lors du panorama dentaire une espèce de petite tache blanche. Alors là aussi, c'est intéressant parce que elle dit que les médecins qu'elle a, enfin les dentistes qu'elle a vus, les chirurgiens dentistes ont dit: «Mais ça peut pas être de la pâte dentaire qui serait remontée» et cetera. Lors d'une interview, j'avais montré ça à je sais plus, un homme qui me faisait une interview, qu'il avait montré à un médecin qui était ses amis, qui a dit: «Ah mais si, 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 ça peut être une pâte de la pâte dentaire». Donc vous voyez, quand on a des choses comme ça, tant qu'on n'a pas l'objet sous la main, C'est c'est ça. difficile, mais On voilà. a quelques photos quand même, on a quelques photos de gens sur Internet, on peut en trouver qui montrent qu'ils Oui, ont des choses dans le bras, le pied, etc. mais nous Mais aussi, c'est on a vrai des que, photos. Nous aussi, ouais, on a des photos, mais sous la peau, vous voyez? Sous la peau, et puis il y a des gens qui en ont derrière le il y a des endroits spécifiques, par exemple, derrière les vertèbres, voilà, les vertèbres, cervicales, par exemple. Ça peut être le bras, et puis il peut y avoir aussi ce genre de choses qui migrent dans le corps, qui n'est pas toujours à la même place. Ouais, ça, c'est les implants, et puis les marques aussi. On a eu des gens qui avaient des marques spécifiques, très spécifiques. Vous savez, les fameuses marques de soi-disant de comment on appelle ça là? De sèche-cheveux, qui sont comme une sorte de petite cible. Ça fait un oui, rond avec voilà. j'en ai vu Bon, quelques-unes. Oui, 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 j'en ai vu quelques-unes, voilà. effectivement. Donc voilà, il y a des marques, il y a des griffures aussi, des griffures qui sont, étranges. Alors les gens disent: «Oh, les gens se sont fait ces griffures en dormant». Oui, mais il y a des fois des endroits assez inaccessibles, où on ne peut pas se faire des griffures comme ça, quoi. C'est bon, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Il faut recueillir un nombre, de données assez important pour se poser la question. S'il y a 5, 10, 20 griffures et qu'à chaque fois ce sont des gens qui disent avoir été abductés, à chaque fois, vous voyez? C'est la concomitance des indices qui nous fait dresser les oreilles, quoi, vraiment. Oui, tout à fait. Et, 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 euh, et justement, à force, peut-être, vous allez pouvoir mettre au point une espèce de questionnaire type Oui, oui, de on fait l'addiction. ça. Oui, Ouais. oui, on fait ça. On travaille dessus, oui, absolument. Ouais. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, il y a, d'autres statistiques qui ont été faites, entre autres par la Fondation Mitchell, sur laquelle on s'appuie aussi parce que, Ouais. ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait un questionnaire sur plusieurs pays déjà, et il y a 1 380 réponses. Enfin, c'est un truc qui fait 800 pages, c'est un truc énorme, et en regardant ça, on s'aperçoit d'abord qu'ils ont posé les mêmes questions que nous. On n'avait pas ce truc-là avant de faire notre questionnaire, et ils ont posé les D'accord. mêmes questions que nous, et j'ai regardé les réponses et je me suis dit: «Waouh, c'est extraordinaire», parce que les réponses, c'est les mêmes choses que nous, c'est les mêmes choses que nous, et ce truc-là a été fait il y a pas mal d'années, hein, je ne sais plus de quand ça date. Peut-être, faudrait je veux pas vous dire de bêtises, mais peut-être ça date de 2012. Ah ouais, faudrait que je vous redonne les dates exactes, mais ça a été fait avant nous, et on n'avait pas Ouais. connaissance de ce questionnaire. Il est énorme, il est sur plusieurs pays. Bon, c'est les anglo-saxons, hein, mais pas que. Je pense qu'ils n'ont pas interrogé que des anglo-saxons, mais les questions, on s'est posé les mêmes questions, et les réponses sont les mêmes que celles que on obtient. Donc c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est vraiment Mais très intéressant. c'est effectivement très intéressant, cet ensemble de travaux, mais ils sont tous très éparpillés en quelque sorte. Et, et, euh, euh, et justement, parce que revenons aux abductés en fait, c'est-à-dire que avant qu'ils trouvent une personne qui va accepter d'entendre leur histoire sans juger. C'est ce que disait Mac aussi au début, quoi. C'est-à-dire j'écoute et Oui, je ne vous dirai pas si ce sont des extraterrestres, etc. Mais j'entends le témoignage de cette personne. Cette personne, ce témoin a vécu quelque chose. Et ça, je le mmh, prends en compte. Et absolument. voilà. Et en fait, ça fait une masse d'informations, mais qui sont encore dispersées. Mmh, Et c'est vrai que
justement, par exemple, vous parliez du fait que vous essayez d'entrer en contact avec des gens à l'étranger. Ouais. Est-ce qu'il y a une espèce de supra-coordination des associations qui s'occupent des abductés? Non, parce que les abductions, je dirais, sont le dernier tabou en ufologie. Mais combien de fois on a été, faire nos conférences et non seulement des gens dans la salle s'indignaient de ce que l'on disait, pas moi parce que je suis la psychologue, mais des témoignages de gens qui venaient, qui sont abductés. Donc combien de gens qui venaient dans une conférence dédiée à l'ufologie, et cetera, donc des gens a priori à l'esprit ouvert et qui ne supportaient pas d'entendre, la thématique des abductions, qui émettaient des arguments, des contre-arguments en disant: «C'est pas possible, vous racontez des histoires, mais comment vous êtes sûr que c'est que ça?» et cetera. Alors non seulement des gens dans les salles, mais quelquefois des gens qui nous invitaient en disant: «Je vous invite, vous savez, mais je crois pas aux abductions». Pourquoi pas? Après tout, on a le droit et puis moi, je trouve que c'est sain de pas croire tout de suite parce que des gens vous le disent. Moi, je trouve que c'est plutôt sain. Mais, ayons un esprit, je dirais, scientifique et comme vous dites, d'écouter, d'essayer d'analyser, mais d'abord d'écouter, de recueillir de l'information sans jugement et sans préjugés et sans tout de suite essayer de trouver des hypothèses ou des conclusions qui tiennent pas la route non plus. Parce que le nombre de fois où pour essayer de pas sortir du champ. On nous donne des solutions complètement invraisemblables et ça fait presque rire parce qu'on se dit mais pourquoi choisir cette solution plutôt que de se dire que l'abduction peut exister, vous voyez? C'est bon, mais c'est normal aussi, c'est humain et bah, justement, comme je vous disais, l'abduction est le dernier tabou de l'ufologie parce que ça veut dire que ils sont parmi nous, comme on dit. Ça, c'est Jacobs qui dit ça, ils sont parmi nous et ça fait peur. Parce qu'on se dit: «Mais alors, on n'est plus maître de notre destin, qu'est-ce qu'ils nous veulent?» Est-ce qu'on enfin ça implique des choses, qui remettent tellement en cause et qu'on est manipulable à merci. Déjà qu'on est manipulable par nos propres sociétés. Alors si en plus les sociétés extérieures exogènes s'en mêlent, mais alors qu'est-ce qu'on est? On n'est que des pions, quoi et ça va loin et donc on peut comprendre que ça soit pas, que ce soit pas acquis et que les gens, luttent, psychiquement contre ça. Ça peut se comprendre. Mais bon, si c'est une réalité, bah, il vaut mieux savoir la réalité plutôt que de se boucher les oreilles et les yeux. Voilà. C'est ce Ça qu'on devrait essaye de être faire nous. Ouais. Je me demande, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'on voit quand même un mouvement vers la divulgation, en particulier aux États-Unis, etc. Bon, là, dernièrement, il y a eu une conférence au Parlement européen, Oui, justement, pour essayer de prendre en compte le phénomène OVNI et voir ce qui est proposé en Europe. Donc, il y a quand même un phénomène comme ça, enfin, une mise en place comme ça d'un mouvement vers une espèce de dévoilement, de divulgation. Et en réalité, je trouve que quand vous parlez de l'abduction, euh, on retrouve un peu les mêmes freins. C'est-à-dire que c'est tout le problème de la question ovni ou extraterrestre, quoi. C'est-à-dire que mmh, c'est tout d'un coup un basculement mmh, mental mmh, on est l'espèce victorieuse et dominante sur la ouais, Terre et l'univers à bien, ben non, peut-être pas. mmh, Et voilà, il y a des changements culturels probablement qui devraient être mis en place, de l'éducation, de l'information. mmh. Euh, Est-ce que vous participez vous-même à cela? Oui, probablement avec le livre que vous venez de, Mmh. de, de publier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre? Alors notre livre, il date de 2021. Je vais vous le mettre à l'écran, j'espère qu'il va bien passer. Est-ce que vous voyez en grand? Non? Oui, Peut-être on faut que je voit un peu, voilà, un peu reculé. Là, parce qu'il y a un reflet. Il y a un reflet. ah, c'est Ok. parce que j'ai ouais. Alors ça s'appelle «Rencontre extraterrestre, des expérienceurs français parlent». On a une petite préface de Jean-Pierre Petit, que l'on D'accord, connaît et il y bien a une sûr. petite,
il y a une petite postface, une petite courte de Stéphane Alix parce que on est, voilà, on est en contact et Stéphane Alix était en contact aussi avec Myriam Belmire et voilà. Donc c'est un livre. Alors non, voilà. C'est bien parce que ça, oui, je vois bien. Et en fait, je crois qu'il doit y avoir peut-être des images. Il Alors est disponible où, genre à la Fnac, sur Amazon, alors etc. alors non, parce que nous avons fait une auto-édition et c'est sur D'accord, lulu.com. Donc pour l'acheter, il faut aller sur lulu.com et le commander. d'accord, On a voulu l'auto-éditer parce que toutes les personnes qui ont écrit, en fait, c'est les expériences. On est une association, donc c'est les expérienceurs eux-mêmes qui ont écrit leurs textes. Bon, on a revu un petit peu, corrigé pour plus de facilité à lire, mais chaque personne a écrit son témoignage. Et donc les styles sont différents, les histoires sont différentes bien sûr, mais les styles sont différents. Et on a voulu garder ça justement pour montrer que ça arrivait à n'importe qui et pour garder en plus l'authenticité, vous voyez. Enfin voilà, donc ce livre-là, on en est très fiers parce que c'est la première fois qu'il y a des expérienceurs français qui parlent. Bien souvent, les choses viennent des États-Unis, voilà. Et là, c'est vraiment collectif. Alors c'est Bérangère Morisot qui est maintenant la présidente et moi-même qui avons collecté en quelque sorte, mais l'ouvrage lui-même a été écrit par les adhérents eux-mêmes, par les personnes elles-mêmes qui ont vécu leur propre histoire. Donc c'est ça qui est intéressant justement. d'accord, très bien. J'avais une autre question à vous poser, parce on a globalement répondu à certaines des questions que j'avais prévues, mais néanmoins, il y a un élément dont on n'a pas évoqué, c'est, voilà, j'aimerais que vous nous disiez quels signes peuvent alerter les gens qu'ils ont été Oui. abductés et au-delà de ça, qu'est-ce qu'un professionnel de santé mentale, un psychiatre ou un psychologue qui reçoit un patient, qu'est-ce qui doit lui faire tilter sur le fait que Mmh. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui doit alerter? Moi, je pense que les gens eux-mêmes ont déjà cette interrogation en eux. C'est-à-dire que bien souvent, c'est parce qu'ils, c'est très souvent, par exemple, quand Myriam ou Bérangère, qui sont donc les 2 présidentes successives qui ont témoigné et les gens, en entendant leur témoignage, disent: «Ah mais ça me rappelle mon cas, ça m'a fait tilt, ça m'a fait sursauter, ça m'a fait pleurer». On a des réactions émotionnelles comme ça souvent. C'est souvent des détails dits par les autres et puis qui les alertent en quelque sorte. Mais eux-mêmes avaient toujours une sorte d'inquiétude, enfin, ceux qui étaient pour lesquels la mémoire était la plus enfouie. Et puis il y a des gens qui se souviennent. Donc c'est, alors il y a souvent, typiquement des visions d'OVNI avant ou voilà les parents, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin voilà, ça baigne dans les histoires d'ovnis. Très souvent, les personnes se sentent attirées, c'est ce que je vous disais aussi, par le cosmos, par l'astronomie, par les histoires d'extraterrestres. Il y en a qui me parlent. Quand j'étais petit, je lisais Jimmy Guilleux, etc., ou j'ai lu Jimmy Guilleux. Très souvent d'ailleurs, Jimmy Guilleux a été le déclencheur. C'est assez intéressant. c'est un grand nom, Euh, oui, c'est un grand nom et de puis, mythologie française quand bah, même, mais faut avouer que c'est quand même, bon, il a été quand même à l'origine de beaucoup de choses, ça c'est sûr. Et ce qu'il ouais, disait sous forme romancée étaient souvent des choses, vécues ou, par lui ou par d'autres personnes, hein. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, c'est souvent des choses comme ça, c'est souvent quand il y a des histoires, un choc qui se fait en disant: «Mais ça ressemble à ce que j'ai vécu ou ce que j'ai toujours ressenti», des choses qui restent à l'état latent. Voilà, c'est souvent des choses comme ça. Maintenant, toutes les,
tous les détails, ben, c'est ce que je vous disais, soit quand on est petit, c'est des cauchemars, des êtres dans la pièce, après des paralysies du sommeil, des visions d'êtres dans la pièce, ou bien des temps manquants, ou bien quand c'est dans la journée, bah, des thématiques telles que je vous les ai dites, c'est-à-dire des personnages bizarres. Il y a des gens aussi qui se sont retrouvés dans des endroits. Heu, Par exemple, il y avait une dame qui faisait du jogging et puis elle s'est retrouvée dans un endroit, alors qu'elle avait l'habitude de faire son jogging toujours, à peu près dans sa région au même endroit. Elle s'est retrouvée dans des endroits bizarres qu'elle ne connaissait pas, avec une atmosphère bizarre. Il y a des visions d'ovnis avec, cette espèce d'aspect, ce qu'on appelle l'effet Oz, c'est-à-dire l'aspect cotonneux, comme si tout se figeait, comme si tout tout d'un coup devenait pas nébuleux, mais une atmosphère, étrange, étouffée, vous voyez? Des choses comme ça. Donc des gens qui vivent ça se disent: «Mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est» et il y a des gens aussi qui se lèvent, le matin avec des, justement des implants, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, c'est tout ce genre de choses qui permet d'alerter, mais bien souvent, je dirais, la personne confusément le sait elle-même, qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle a toujours vécu ce genre de choses. Voilà. D'accord. C'est donc Donc, oui, Et puis il y a aussi, le fait de pas se sentir bien dans la société, dans l'environnement dans lequel on est, de se sentir un peu étranger. Alors bon, ça c'est pas un signe en soi parce qu'on peut l'avoir, même si on n'a pas été abducté, hein, de pas être, en phase avec son époque. Mais c'est tout un ensemble de signes comme ça qui fait que les personnes, et puis elles sont en recherche. Les personnes sont souvent en recherche. Il y a quelque chose qui fait qu'elles ont envie d'aller plus loin dans la vie, de comprendre les choses, une curiosité insatiable, voilà, c'est des personnalités particulières et qui sont toujours dans la recherche de quelque chose aussi. Ouais. j'ai lu quelque part que, à propos de, parce que, en fait, ce que vous êtes en train de résumer, c'est qu'en quelque sorte, on peut, avec votre expérience et quand on accumule les témoignages, quelque part dresser un tableau clinique un petit peu Oui, avec un ensemble de points qui ne sont pas toujours présents, mais en gros, si on a 5, eh ben, on va dire que c'est bien, 5 parmi une dizaine, etc. Donc, c'est un tableau clinique assez alors classique ça, de voilà, oui, ouais. Ça, assez classique. on l'a sur le site du CERO. C'était D'ac Nicolas Dumont, qui était au ouais. début du CERO avec nous, qui avait dressé ça. Et voilà, il y a comme ça, quand on va sur le site du CERO, il y a quels sont les signes qui doivent vous faire penser qu'il y a peut-être une abduction. Donc, on a fait ce genre de choses. Et d'ailleurs, Nicolas a fait un bouquin sur la clinique de l'abduction, qui est aussi très intéressant à voir, à lire. Ouais. Clinique de l'abduction, je crois que ça s'appelle comme ça. D'accord. Voilà, J'ai beaucoup donc de lectures en ça, France. alors vous me posiez la question de savoir que devrait dire, ou que devrait savoir un psychologue ou un psychiatre là-dessus. Mais le gros problème, c'est que les psychiatres, alors les psychologues davantage, mais les psychiatres, alors là, sont à 1000 lieues de penser que ça puisse exister. Pour eux, ça n'existe pas, c'est pas possible. Les psychologues, qui sont des gens malgré tout habitués beaucoup plus à écouter que les psychiatres, pardon pour nos confrères psychiatres, mais c'est le cas. Les psychologues sont plus habitués à écouter. Mais souvent, et ça c'est des adhérents qui nous le disent, quand ils sont allés voir des psychologues, ils disent: «Ouh là, ça dépasse mon champ, de compétences», et ils renvoient vers d'autres choses. Alors ils peuvent renvoyer vers des médiums, ils peuvent, ceux qui ont l'esprit le plus ouvert, hein, ils peuvent renvoyer vers des médiums, ils peuvent renvoyer voilà, vers des gens qui sont dans les arts, ésotériques, vous voyez? Mais on a quand même, et on a un groupe de psychologues, dans le CERO, on est plusieurs quoi, on est plusieurs et qui, sont intéressés par le sujet, heu et qui se disent qu'après tout, c'est une hypothèse comme une autre et de toute façon, quoi qu'il en soit, heu, l'être humain doit être aidé quelle que soit l'expérience qu'il a, et nous, en tant qu'humains et un peu compétents quand même, on peut aider. On peut aider à intégrer quelque chose. On peut Bien, intégrer, on peut oui? oui, Allez-y. mais en fait, puisqu'on est sur la réaction et l'aide que les expérienceurs peuvent trouver auprès de professionnels, est-ce que vous seriez pour ou contre le fait de faire rentrer,
l'abduction dans le DSM ou quelque chose comme ça? Alors, dans le DSM, il y a déjà tout ce qui concerne les crises spirituelles. Vous savez, il y a eu, et c'est assez nouveau ça, dans le DSM 4, il y a un petit chapitre sur les expériences de type psychospirituel. Et D'accord. donc, alors, je crois, à mon souvenir, il n'y a pas l'abduction, mais il y a tout ce qui est expérience spirituelle religieuse ou d'autres choses comme ça. Je ne sais plus s'il y a les contacts avec des entités, des défunts, des choses comme ça. Je me souviens plus parce que ça fait longtemps que j'avais vu ça. Mais il n'y a rien en ce qui concerne l'abduction parce que là, ça entraîne vraiment un changement de paradigme trop grand, je pense. Par contre, je pense que ce serait intéressant, d'une manière générale, que dans les études de psychologie, même de psychiatrie, pourquoi pas, ça ferait du bien, et que l'on intègre le fait que l'être humain peut avoir des expériences et toucher d'autres niveaux de conscience qui sont pas forcément les leurs, sans pour ça bourrer de neuroleptiques. Ça, ce serait intéressant. Et d'ailleurs, les chamans, je regardais le truc voilà, le YouTube de docteur dont je vous ai parlé. Eh bien, lui, il disait que c'était effrayant dans les hôpitaux psychiatriques, les gens qui étaient tassés par les neuroleptiques ou les anxiolytiques, etc., et qui ne pouvaient plus contacter justement cette partie d'eux-mêmes qui pourrait les aider à évoluer. Eh bien, je pense que les contacts avec des entités exogènes ou d'autres formes de conscience peuvent aider à évoluer justement, parce qu'il ne s'agit pas d'en avoir peur, il s'agit d'essayer de comprendre, de se mettre en contact peut-être et de se dire qu'on est souverain. Ça, c'est très important pour ne plus avoir peur justement et dire qu'on est souverain à l'intérieur de son propre royaume, qui est l'intérieur de nous-mêmes. Et après, d'essayer de comprendre l'univers, ça, c'est encore plus vaste. Ça, c'est encore plus vaste. Mais vous C'est voyez, encore je pense qu'il y a tout oui. un travail à faire auprès des professionnels pour ouvrir leur esprit. Ne serait-ce que, par exemple, ne serait-ce qu'à l'ethnologie. Enfin, regardez le mouvement d'ethnopsychiatrie de Toby Nathan, comme ça a quand même Oui, ouvert des choses. Et oui, voilà. Et ben, on pourrait imaginer que ce serait de l'ethnopsychiatrie exogène encore plus. Voilà, je pense qu'on doit cheminer de cette façon, sinon on se renferme. Et moi, je le vois encore parmi les gens que je côtoie et qui sont encore professionnels, c'est désespérant. Ils ont plus de temps déjà pour parler avec les patients, ils ont plus de temps. Il faut du rendement et il faut empêcher grosso modo que les gens embêtent la société, donc on va pas s'amuser à aller creuser un petit peu trop. Et c'est un mouvement malheureusement, alors que dans les années d'avant, je suis pas toute jeune, alors c'est peut-être pour ça que je dis ça, mais il y a eu tout un mouvement quand même qui était beaucoup plus ouvert sur dans la psychiatrie et dans la psychologie. Maintenant, je trouve qu'on manque de cette ouverture d'esprit. Ça, bon, ça mais c'est un autre chapitre. ouais, l'ufologie, pour abonder dans votre sens, je pense que il en est de l'ufologie comme de l'ensemble des disciplines à notre époque, c'est que on est très marqué par le matérialisme scientifique. C'est une bonne chose, hein, mais Bien ça sûr, ne doit pas être excluant, en fait. C'est-à-dire que vive le matérialisme scientifique, mais intéressons-nous aussi aux choses qui débordent. bien Hein, sûr. ça paraît Et puis, assez logique. Ouais. Et puis, une chose qui déborde peut être étudiée avec une certaine rationalité. On peut étudier la chose en éliminant certaines choses, en faisant converger d'autres, en comparant, en croisant les données, en allant voir ailleurs la littérature qui se fait. Enfin, voilà, ça c'est la démarche qui pourrait être faite, même si le thème paraît complètement étrange, mais ça n'empêche, n'importe quelle hypothèse peut être soumise à une façon de penser de type, je dirais scientifique, c'est peut-être un bien grand mot parce on n'a rien qui. Mais bon, je dirais, les témoignages eux-mêmes sont déjà du matériel que l'on peut utiliser, que l'on peut travailler. Bien sûr. Je pense que ça va être une de mes dernières questions, parce que merci de m'accorder tout ce temps-là. C'est vraiment une très belle discussion que j'apprécie. J'aurais quand même aimé revenir un petit peu sur l'hypnose régressive, parce que Oui, j'ai l'impression parfois que c'est devenu un point qui justement va
va mettre en doute le témoignage dans l'esprit de certaines personnes. C'est-à-dire que ça a été tellement décrié que voilà, ça jette parfois la suspicion sur les témoignages et les souvenirs qui sont récupérés à cette occasion. J'aimerais que vous qui la pratiquez, qui avez beaucoup d'expérience dans ce domaine, et en particulier avec des expérienceurs, eh bien, vous m'expliquiez en quoi c'est bénéfique et pourquoi il ne s'agit pas de manipulation mentale ou de souvenirs recréés, implantés dans la tête de l'expérienceur par la personne qui l'hypnotise, etc., etc. Toutes ces choses dont on entend parler et qui jettent un Mmh. doute. Alors, moi, il faut vous dire que j'ai étudié l'hypnose, en 1990, un truc comme ça, enfin je sais plus, 90-95, quelque chose comme ça. Donc j'ai déjà une certaine expérience et j'utilisais l'hypnose avant dans ma pratique de psychologue. Alors, donc c'était pas de l'hypnose régressive au départ que j'ai étudiée. C'était, donc avec l'Institut français d'hypnose, qui, travaille enfin qui utilise l'hypnose comme un outil, une méthode, oui, un outil. Et avec l'hypnose, par exemple, pour vous balayer les champs possibles de l'hypnose, on peut, par exemple, atténuer ou faire disparaître la douleur physique. On peut aussi faire de la psychothérapie, mais c'est un outil dans la psychothérapie. Ça c'est pas, il n'y a pas que l'hypnose dans la psychothérapie, parce qu'après il faut intégrer ce qui s'est dit, ce qui s'est vu, ce qui s'est senti dans l'hypnose. Hem, on peut faire beaucoup d'autres choses dans l'hypnose. On peut, permettre et essayer de permettre d'enlever les addictions dans l'hypnose, de fumer et cetera. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça s'adresse au mental, c'est vrai que ça s'adresse à l'esprit, l'hypnose. Mais alors, je vais vous dire comment moi je pratique parce que c'est certainement différent de d'autres formes d'hypnose, régressive que l'on voit parfois dans des YouTube. Vous savez, il y a des sessions d'hypnose, avec des gens qui, vont faire de l'exploration. Comme si on pouvait, explorer, enfin comme si l'hypnose qui était enfin les choses qui étaient vues, comprises, entendues étaient une vérité. Heu Moi, je pratique pas ça comme ça, quoique j'ai regardé des choses comme ça. Il y a des choses intéressantes et qui sont cohérentes. Mais bon, moi, je pratique pas comme ça. Je pratique avec les personnes elles-mêmes qui ont eu, bah, l'expérience. C'est-à-dire que, l'hypnose n'est pas là pour révéler une vérité, mais pour aider les personnes à alors, soit se remémorer une situation qui a été passée, soit recontacter quelque chose. Et quand je dis recontacter, ça voudrait dire qu'il n'y aurait peut-être pas de temps. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une situation, et que la personne à travers l'hypnose va recontacter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, il arrive que quelquefois, on puisse entrer en contact par l'hypnose avec les entités ou bien la personne va, par exemple, se retrouver, mettons, je vous donne un exemple, dans un vaisseau et puis elle va aller au-delà, dans le vaisseau, de la situation dans laquelle elle aurait été normalement. Par exemple, elle se retrouve, allongée sur une table, c'est le truc classique, allongée sur une table et puis il y a des petits grilles autour et cetera. Et bien par l'hypnose, on peut aller au-delà de ça et aller, par exemple, visiter d'autres, lieux dans l'OVNI et cetera. Alors ça paraît abracadabrant. On se dit: «Mais ça, c'est de l'imaginaire, tout simplement». Peut-être que c'est de l'imaginaire. Moi, en tant que Oui, psychologue, je peux pas dire si c'est vrai ou pas. Il n'empêche que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant que les gens vont découvrir s'il y a d'autres pièces et cetera, quoique ça peut donner des éléments très intéressants, mais ouais, qu'est-ce que la personne en fait? Moi, je suis ouais, psychothérapeute avant tout. Qu'est-ce que la personne fait des éléments qu'elle a perçus, qu'elle a vus et surtout qu'elle a vécus? Parce que, dans l'hypnose, heu, là encore, j'avais une dame qui me disait: «Mais je suis pas sûre que ce que je vous dis, c'est vrai, peut-être que c'est moi qui invente». Il y a toujours ce que je vous disais, ce petit personnage qui est là, qui dit: «Mais bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» Et ça, la plupart des gens, vraiment, on se doute.
il voit des choses, mais il se dit: «Mais est-ce que je suis en train d'inventer?» Bon, c'est très bien. Mais il y a quand même, par exemple, des gens en voyant des scènes ou en recontactant un personnage qu'ils avaient oublié, ils disent: «Ah mais oui, mais c'était lui que j'avais vu» et puis qui tout d'un coup ont mal au ventre, ont envie de vomir, sont tétanisés et le corps parle. Parce que quand il s'agit de trauma et quel qu'il soit, hein, que ce soit un trauma justement lié à l'abduction ou un trauma de guerre ou autre chose, c'est le corps qui parle. Le corps a engrammé des informations que l'esprit a oubliées. C'est souvent comme ça et donc on a souvent lors de l'hypnose des pleurs, des sanglots, des contractions musculaires, des envies de vomir, des douleurs des fois insurmontables. 3 secondes après, c'est fini. Mais qu'est-ce que j'ai contacté là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on aide la personne à faire émerger des choses et après parce que quand les personnes parlent, elles sont conscientes, hein, elles sont pas endormies, elles se souviennent de ce qui est parce qu'il y a un dialogue dans l'hypnose. Donc les personnes se souviennent: «Mais qu'est-ce que j'ai contacté là? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et bien souvent après la séance ou entre 2 séances, eh bien, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent. Il y a des souvenirs, des rêves, des coïncidences, hein, les fameuses coïncidences, qui arrivent par hasard. Les Voilà, synchronicités, oui. ce qu'on appelle les synchronicités, oui, qui viennent et C'est comme qui viennent c'est éclairer comme la chose. c'est comme On si, met l'hypnose ne servait pas juste à ouvrir une porte à on met l'intérieur en de soi, marche Voilà, on mais met en c'est marche quelque chose. C'est ça. On met en marche quelque chose et c'est ça qui est intéressant et non pas aller chercher une vérité ailleurs et qui serait une vérité figée, c'est là mais c'est parce que c'est une démarche thérapeutique, hein et c'est en ça que, c'est tout à fait différent de ce que l'on voit en séquence, peut-être, dans les trucs YouTube. Quoique, il est fort possible que dans les séances YouTube, il y ait aussi du soulagement. Moi, je ne le nie pas parce que je pense que ça peut être tout à fait valable, je ne le nie pas. Il peut y avoir des soulagements, des compréhensions et cetera. Il peut y avoir les mêmes mécanismes qui se mettent en route. Moi, je le fais pas comme ça parce que c'est pas ma pratique, mais je ne nie pas que d'autres choses puissent être intéressantes aussi, hein. Mmh. Voilà, donc c'est un processus complexe et à partir de là donc et voilà un peu à quoi sert le CERO, c'est-à-dire discuter, parler avec des gens qui ont vécu les mêmes choses ou à peu près, ou qui se questionnent au même niveau que les personnes et puis, donc refaire partie de l'humanité en quelque sorte par le groupe, refaire partie de ces gens qui ont vécu les mêmes choses, qui sont humains comme chacun d'entre nous et puis faire quelquefois, mais tout le monde ne cherche pas à faire de l'hypnose non plus, hein, heu, personnellement aller creuser dans cette expérience et savoir qu'est-ce qu'il en sort? À quoi ça sert? Qui est-ce que je suis? Parce que c'est la place de l'homme dans l'univers qui est questionnée là au fond. C'est ça, qu'est-ce que je fais sur terre? Et qui suis-je quoi? C'est vraiment les questions fondamentales à travers ça sont les mêmes que pour n'importe qui d'entre nous, mais avec un impact, vraiment beaucoup plus fort. Voilà, Mmh. donc voilà, c'est la place de l'homme dans l'univers, on en est toujours là finalement, c'est vrai. D'accord, très bien. Bien, je n'ai plus de questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou, Je est-ce crois que qu'on a abordé j'ai déjà c'était beaucoup parlé. c'était très intéressant. Je vous remercie infiniment, c'est vraiment, vous avez parlé d'or et raconté plein d'anecdotes et franchement, merci beaucoup. No way connected. From outside this world. What? In a tree running across the ship. Miles and then back in less than a second. All right, and that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials.